Cette semaine, à sous-ordonnance. Donc, mythe ou réalité, les médicaments pour le TDAH peuvent créer une dépendance. Fait que pour contrer la perte d'appétit, perte de poids potentielle qui peut arriver avec ça, ben, ce qui est intéressant, c'est peut-être de déplacer un petit peu ces gros repas en fonction de la concentration du médicament dans le corps. Parce que des fois, c'est qu'il y a des effets secondaires auxels on peut venir s'habituer un peu, développer une genre de tolérance. Exact. Fait que, mettons, de l'arrêter, de le recommencer, tu viens comme un peu Exact. perdre cet effet-là. Même que si, dans le fond, tu prends du Intunif puis que tu oublies plus que 2 doses consécutives, t'es pas censé non plus recommencer nécessairement la dose que t'étais, mais plutôt de recommencer une dose de départ. C'est quand même drôle, un médicament qu'il faut être aussi ponctuel pour les patients qui ont un déficit d'attention. Bonjour et bienvenue au 10e épisode de Sous-ordonnance. 10e épisode déjà, dans les 2 chiffres. Oui, déjà, on fait bien ça. Là. On en fait à peu près un par semaine. Un peu de progrès. En tout cas, bref, on s'en vient quelque part. Le sujet qu'on fait aujourd'hui a été demandé quand même souvent. Ouais. Puis c'était dur à traiter dans des petites vidéos, fait que là, on a l'occasion d'en faire dans une plus longue vidéo. Mais en même temps, ça serait un sujet tellement long à traiter dans sa globalité que là, on va y aller comme avec des petits mythes ou réalités. Mais de quel sujet on va parler aujourd'hui? On va parler du trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc Oui. le TDAH. Quand même sujet d'actualité, moi, je trouve. Oui, c'est un bon sujet. Tu sais, je pense que dans nos pratiques, on a quand même plusieurs questions là-dessus au quotidien aussi sur nos réseaux sociaux. Fait qu'on va aborder certains mythes ou réalités là-dessus, sur les médicaments. Fait que je pense que ça va être intéressant. Fait que, tu sais, nous, on va poser les mythes ou réalités, mais c'est nous, on connaît la réponse. Là. Fait que vous pouvez essayer d'y répondre à la maison avant qu'on dise la réponse. C'est plus interactif, tu sais. Oui, que l'auditeur parle tout seul chez lui. Exactement. Exactement. Vrai. Ou dans son auto. Il y en a qui écoutent dans l'auto, on sait pas. Effectivement, YouTube dans l'auto, ça se fait bien, ça. Mais oui. Bon, est-ce que tu commences? Je vais commencer par poser la première question, qui est une question qu'on reçoit quand même souvent. OK. Donc, mythe ou réalité, les médicaments pour le TDAH peuvent créer une dépendance. Donc, ce serait une réalité. Mais ça, je l'ai vraiment dit avec suspense. Une réalité, mais il y a beaucoup de nuances à apporter. Parce que c'est une réalité, mais un mythe en même temps, pour certains. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Il y a plusieurs nuances à apporter sur cette affirmation-là. Donc, est-ce que tu veux nous en parler? Tu sais, premièrement, il existe plusieurs comme catégories de médicaments pour traiter le TDAH. Donc, tu sais, les médicaments avec une dépendance possible, ça serait plutôt les psychostimulants. Donc, il y a d'autres médicaments aussi qu'on peut utiliser pour le TDAH, mais ils ne sont pas à risque de dépendance, ceux-là. Donc, c'est... Comme le Strattera, l'Intunil, c'est deux autres c'est une famille complètement différente. Tu sais, exact. Le mécanisme d'action est complètement différent. C'est pas des psychostimulants. Comment qu'on le prend est aussi différent. En tout cas, on reviendra plus tard là, sur des pauses, mais en tout cas, ça prend plus de temps avant d'agir. C'est des molécules différentes totalement. C'est ça. Le mécanisme d'action est différent. Donc, je dirais que la possibilité de dépendance, ça concerne surtout les psychostimulants. Est-ce que tu veux nous apporter des détails justement sur quelle sorte de psychostimulants serait plus à risque de dépendance? Pourquoi? Ouais. Excellent. Bon, on va embarquer dans le vif du sujet. En fait, le risque de dépendance vient... Tu sais, quand même, les psychostimulants, c'est des molécules qui s'apparentent un petit peu à une drogue qui est utilisée, la cocaïne. Ça a quand même une molécule... Les amphétamines. Ouais. Ça a une molécule qui ressemble à cette famille-là, fait que des effets... La structure chimique. Fait qu'il y a un potentiel... Exactement. Fait qu'il y a un potentiel de dépendance. Par contre, là, si c'était si fait que ça, on donne pas de la cocaïne aux gens non plus. Non. Fait que, en fait, la dépendance arrive surtout quand on a un pic de concentration d'une drogue, d'un médicament, puis après ça, que ça redescend rapidement. Donc, dans ces situations-là, le corps va rechercher rapidement à avoir cette drogue-là, ce médicament-là, puis c'est là qu'il va avoir un sentiment de dépendance qui va se créer. Qui pourrait se créer, exactement. Les médicaments pour le TDAH qu'on va donner, c'est des médicaments qui vont, en majorité, ceux qu'on va utiliser, c'est des médicaments qui vont se relâcher sur une très longue période. En fait, c'est parce que c'est ça. Là, ce qu'il faut faire une nuance, c'est qu'il existe comme 2 sortes de psychostimulants. Exact. C'est ce que j'allais venir. OK! Parce que là, tu parlais de ceux à longue action. Longue action, qui sont ceux qu'on utilise le plus, là, qui sont comme Concerta, Bifantin, Vivance. Adderall aussi. Adderall. Ouais.
mais il y en a des courtes actions. Comme, ben, le Ritalin, je dirais que c'est pas mal lui. Ben, ça dépend, il y a le Ritalin il y en a un Ritalin. Il y en a un qui est SR, là, qui est Ouais. comme plus intermédiaire. Mais il y en a là, un qui est action plus courte. Mhm. Puis là, Ritalin. oui, lui aurait un certain risque de dépendance. C'est sûr que c'est pas comme. Ça reste quand même une molécule qui se libère pas comme super rapidement, qui s'élimine super rapidement, mais ça reste une molécule qui a un plus haut potentiel de dépendance que Concerta, Bifantin et compagnie parce qu'il Mhm. il atteint un pic de concentration plus haut et plus rapidement dans le corps, puis il redescend plus rapidement aussi. Fait que c'est plus là qu'il peut avoir un risque de créer un sentiment de dépendance. Tandis que les médicaments à longue action, ça se libère sur combien de temps? Ça agit combien de C'est temps? ça, la majorité des temps des molécules, c'est à peu près 12 heures environ. Puis il y en a qui vont même jusqu'à, me semble, le Foquest, c'est jusqu'à 16 heures. Oui, exact. Fait que, dans le fond, je dirais que la dépendance serait très peu possible là, avec ce genre de molécules-là, tellement ça se libère sur un grand nombre d'heures. Mhm. Puis, comme tu dis, maintenant, c'est pas mal juste ça, là. Ben, pas juste ça, mais c'est ce qu'on voit en majorité comme psychostimulant, tandis que, avant, on n'avait pas ces options-là. On était plus comme dans le Ritalin courte action, fait que, peut-être que le risque de dépendance était un peu plus élevé. Mais là, au moins, c'est des belles options qu'on a. Ça fait effet sur toute la journée, le risque de dépendance est beaucoup moins important si on l'utilise tel que prescrit. C'est ça, parce que utiliser adéquatement une longue action, techniquement, il n'y a pas de risque de dépendance. Le risque de dépendance avec les longues actions, c'est si les personnes l'utilisent non adéquatement. Oui. Puis, fait que ça, on va juste dire qu'on veut pas ça. Ah. Qu'est-ce que ça allait dire? Ben, je trouvais ça le fun parce que les Concerta, ils ont fait une molécule que c'est impossible à écraser. Ouais. Pour réduire les risques de mésusage. Mm-hmm. Fait que la molécule, le comprimé de Concerta, on peut donner un coup de marteau dessus et il ne devrait pas se briser. Ouais. Donc, ils ont quand même pensé à leur affaire, la compagnie. Fait que c'est quand même bien fait. Mais ça, c'est intéressant, effectivement. C'est des mécanismes vraiment intéressants dans ce genre de médicaments-là pour que ça puisse se libérer toute la journée. En tout cas, je trouve ça fascinant. Tout ça pour dire que sinon, mettons, si un patient a un risque personnel d'abus de substances ou, des fois, peut-être aussi comme un antécédent comme familial, puis on veut moins se tourner vers des molécules qui ont peut-être un potentiel de dépendance, il existe, comme on dit au début, des molécules pour le TDAH qui n'ont pas de potentiel de dépendance. Exactement. Fait Mais c'est oui, pas juste les d'autres façons. psychostimulants. C'est pas des psychostimulants. Mais ça marche tout aussi bien pour le TDAH. Mais... C'est ça, tu sais, mettons, c'est une catégorie différente, là. Mais, tu sais, c'est ça. Bref, ça pour dire qu'il existe d'autres options, si jamais. On a fait le tour de la première question? Oui. Là, la deuxième, ça va être vraiment rapide. Je vais t'apposer. Outre la médication, il existe d'autres traitements pour le TDAH. Outre la médication, il existe... Ben oui, c'est vrai. C'est Oui. vrai qu'il existe d'autres options. Okay. Oui, c'est une réalité. Parce que je dirais que, tu sais, mettons, ce qu'on voit souvent, c'est, mettons, tu sais, la prescription de médicaments, mais ce qui est super important à savoir, c'est qu'il y a vraiment comme un ensemble de traitements possibles. C'est vraiment juste, tu sais, une association de tous ces traitements-là qui va avoir la meilleure efficacité pour le TDAH. Donc, on parle de médication beaucoup depuis le début, mais sinon, il va y avoir aussi éducation spécialisée, ergothérapie, orthopédagogie, psychologie aussi. Des fois, si on a comme des problèmes sous-jacents, mettons, il y a beaucoup de personnes avec le TDAH qui vont avoir d'autres comorbidités comme l'anxiété ou des symptômes dépressifs. Fait que là, ça peut être intéressant. Mais ce que je voulais faire comme message avec cette question-là, c'est vraiment que, idéalement, comme on aurait un ensemble de ces interventions-là pour avoir la plus grande efficacité possible. C'est un peu comme quand même plusieurs conditions de santé. Ben oui, c'est exactement. On peut utiliser les mesures non pharmacologiques. Exactement. En plus, idéalement, on commence par ça, puis si c'est pas assez, ben là, on rajoute la médication. C'est que idéalement, ça serait vraiment tout ça. Ou tout ensemble. Ou, mettons, comme si on veut traiter un trouble dépressif, ben oui, on a des antidépresseurs, mais la psychothérapie, avec ça, c'est super important. Fait que, c'est juste de garder ça en tête, là, de donner juste la médication puis de faire aucune autre intervention, c'est sûr que l'efficacité va être vraiment moindre. Là. Fait que voilà, je voulais juste en glisser un petit mot. Parfait. Pour le prochain. OK, le prochain, c'est moi qui la pose? Ben oui. OK. Fait que, mythe ou réalité, les médicaments prescrits pour le DD... Je vais recommencer.
Mythe ou réalité? Les médicaments prescrits pour le TDAH affectent grandement la croissance des enfants. Ouh! Fait que là, bon, je dirais que comment qu'elle est formulée, affecte grandement, non. Fait que dans le fond, ce que tu viens de dire, c'est un mythe. Il y a peut-être, encore une fois, quelques nuances à apporter parce que ça, je dirais que c'est une question que j'ai beaucoup de parents là, à la pharmacie. Tu sais, je sais pas si toi, tu... Ben, je pense que ça fait partie des questions. Souvent, quand T'en on a un parles, nouveau médicament, c'est souvent une des questions. Est-ce que ça va affecter sa croissance, son poids? Ouais. C'est ça. Fait qu'il y aurait un petit retard de croissance possible, mais habituellement, tu sais, c'est dur de le remarquer sans règle, sans balance. Tu sais, mettons, si on mesure pas, si on prend pas le poids, tu sais, mettons, comme à l'œil nu, Mhm. ça serait dur à remarquer. Des fois, ce qui peut arriver, surtout en début de traitement, c'est une diminution de l'appétit. Fait que des fois, il peut arriver qu'il y ait, tu sais, mettons, comme une stabilisation du poids ou peut-être une petite perte de poids. Donc, le poids, je dirais que ça pourrait quand même être un peu affecté. Mais souvent, tu sais, s'il y a une perte de poids, tu sais, ça va se stabiliser. Plus on avance dans le traitement. Fait que, habituellement, ça vient comme se... Puis c'est quelque chose qu'il faut faire partie du suivi avec le médecin de vérifier par rapport à la courbe de croissance. Est-ce qu'on est en train de changer de percentile ou quoi? Puis tu sais, si tout est bon, on continue. Mais si on voit qu'il y a quelque chose qui se passe, on descend dans les percentiles, ben là, c'est peut-être là que le médecin ou le pharmacien peut faire une intervention. Exactement. Tu sais, c'est sûr qu'il y a un suivi à faire, mais tu sais, je dirais que c'est surtout en lien avec le poids. En lien avec la taille, techniquement, ça devrait pas affecter la grandeur d'une personne parce que, tu sais, c'est comme un peu programmé, là, la taille que tu vas avoir à l'âge adulte. Tout ça pour dire que c'est ça. Fait que, dans le fond, les médicaments pour le TDAH, ça pourrait peut-être jouer un peu sur le poids, mais tu sais, on fait les suivis nécessaires. Puis, tu sais, souvent, dans la plupart des cas, il y a comme pas vraiment de problématique à ce niveau-là. Mais la perte de poids, ça vient d'une perte d'appétit, puis ça n'arrive pas juste chez les enfants, tu sais. Chez les adultes aussi, il peut quand même avoir une perte d'appétit. Mais... Oui, ben c'est ça, je parlais des enfants parce que, tu sais, souvent, c'est vraiment comme la croissance des enfants. Les gens ont des questions là-dessus, mais effectivement, tu sais, mettons, tu sais, le médicament, on peut utiliser... Mais moi, ce que je trouve intéressant pour comme contrebalancer ça, plus contrer cet effet secondaire-là, fait que pour contrer la perte d'appétit, perte de poids potentielle qui peut arriver avec ça, ben ce qui est intéressant, c'est peut-être de déplacer un petit peu ces gros repas en fonction de la concentration du médicament dans le corps. Fait que, tu sais, mettons, d'essayer de prendre un gros déjeuner avant de prendre le médicament. Parce que c'est sûr qu'en milieu de journée, la majorité des médicaments va être encore très actifs. Fait que là, c'est peut-être là qu'on va avoir remarqué une plus grosse perte d'appétit, qu'on va peut-être un peu moins manger qu'à l'habitude. Mais tu sais, en fin de soirée, le médicament va être pas mal éliminé. Fait que c'est peut-être là qu'on va essayer de prendre des collations, un bon souper. Fait que tu sais, d'essayer d'augmenter la grosseur de ces repas dans les moments que le médicament n'est pas actif, pour compenser un petit peu au moment dans l'après-midi qu'on va devoir probablement prendre des plus petits repas parce que l'appétit est un petit peu coupé, mais effectivement, en général, on ne voit pas des énormes changements. Non, exactement. Puis pour la taille, techniquement, il ne devrait pas vraiment avoir de changement. Tu sais, c'est sûr que c'est dur à quantifier, là, tu sais, par rapport à ça, mais tu sais, bref, c'est plus pour le poids. Puis tu sais, comme tu dis, il va y avoir des suivis à faire. Puis tu sais, mettons, il y a des interventions à faire si jamais tu sais, il y a une perte d'appétit ou quoi que ce soit. Mais tout ça pour dire que, tu sais, c'est vraiment intéressant d'en parler avec son professionnel de la santé. Puis tu sais, mettons, chaque cas va être différent. Mais c'est pas comme grandement affecté la croissance, en résumé. OK. Ouais. Prochaine question. Hey, je trouve qu'on est efficace. Ben, quand même, ça roule au toast. Oui, exactement ce que je me disais. Mais là, la dernière, la prochaine, on l'a un peu spoil, là. Ouais, c'est quoi? Mythe ou réalité, le TDAH affecte aussi les adultes. Réalité! Ben, tu sais, on dirait que c'est de... Peut-être que comme plus auparavant, les gens ils pensaient que c'était peut-être plus un mythe, mais comme de plus en plus, on voit des patients adultes traités avec le TDAH. Là, c'est ça, c'est super courant. Tu sais, mettons, c'est estimé que le TDAH touche à peu près comme 4% de la population adulte québécoise, tandis que pour les enfants, c'est peut-être comme plus 6 à 9%. Dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'environ la moitié des enfants avec un TDAH vont garder
les mêmes symptômes plus ils avancent en âge, donc jusqu'en âge adulte, mais il y en a chez certains qui vont voir leurs symptômes diminuer, voire se résorber peut-être. Mais ça pour dire que, bref, le TDAH à l'âge adulte, c'est super... c'est bien documenté, ça existe, ça touche à peu près 4% Mais de qu'est-ce la que. population. Tu sais, là, on dirait qu'il y a des gens qui pensent maintenant au surdiagnostic du TDAH parce qu'il y en a de plus en plus, mais tu sais, de ce que je lisais, c'est qu'avant, on le sous-diagnostiquait. Il n'y avait pas beaucoup de. Avant, je pense pas qu'il y avait une tonne de gens adultes qui étaient traités sur le TDAH. Ben non, ben exactement, tu sais, c'est pour ça que, tu sais, je dis que maintenant, c'est vraiment comme plus courant, plus connu, mais tu sais, avant, des adultes traités pour le TDAH, c'est comme... Mais c'est ça, je pense que c'est plus qu'avant, c'était sous-diagnostiqué versus, là, c'est peut-être plus juste le... Puis, tu sais, ce qui peut être un petit peu aussi différent, c'est que, tu sais, à l'âge adulte, les symptômes, ils peuvent être encore présents, mais comme pas être pareil que, tu sais, à l'enfance. Ouais. Puis aussi, ben un adulte a plus, tu sais, d'expérience de vie, plus d'expérience, tu sais, justement, avec, mettons, son trouble de déficit de l'attention s'il est présent. Fait que, tu sais, comme, souvent, il va y avoir genre peut-être des mécanismes de compensation qui vont s'installer. Tu sais, la personne adulte va peut-être être capable de mieux un peu gérer ça, mais tu sais, il reste que c'est quand même possible de l'avoir à l'âge adulte. C'est juste que les symptômes peuvent être différents. Fait que, des fois, c'est comme peut-être plus dur à remarquer parce que, tu sais, on a souvent comme, tu sais, les enfants à l'école, hein, les symptômes, mais tu sais, pour les adultes, ça va se présenter de façon différente. Puis, tu sais, ça peut avoir quand même des effets négatifs, là, le TDAH, tu sais, chez les adultes, tout autant chez les enfants, tu sais, mettons, au travail, dans les relations personnelles, fait que c'est tout le temps important de les traiter que... Ben oui, exactement. Puis, tu sais, encore une fois, un ensemble de traitements possibles, là, c'est sûr que là, il n'y aura pas... Mais c'est sûr que des fois aussi, les adultes, des fois, on est un peu plus limité dans certains médicaments dépendant de l'âge, là, parce que c'est sûr s'ils commencent à faire de l'hypertension, c'est sûr que c'est rare qu'un enfant fasse de l'hypertension, fait que c'est sûr que il y a des précautions à prendre avec les médicaments pour le TDAH, puis des fois, il y a certains adultes qu'on aimerait leur donner, mais il y a des précautions, contre-indications, fait il y a des alternatives, mais c'est sûr que c'est là que les mesures non pharmacologiques aussi sont encore plus importantes et intéressantes. Mais oui, mais effectivement. Mais tu sais, je dirais qu'on en voit chez des personnes de plus en plus âgées, là. Tu sais, je sais pas toi, mais comme moi, ça arrive. Oui, là, j'ai des patients de 60 ans qui... C'est ça, exact. Puis tu sais, des fois, mettons, des grands-parents, leurs enfants, leurs petits-enfants viennent de se faire diagnostiquer, puis là, ils trouvent que, tu sais, ça les fait penser à eux, puis là, ils vont... En tout cas, bref. Fait qu'on je dirais que, tu sais, on en voit de plus en plus, à des âges de plus en plus avancés. Mais c'est ça, tu sais, pour les traitements, on a certaines restrictions, des fois, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais bon, ça existe, tout ça pour dire. On est déjà rendu au dernier. Je vais te le poser. Le dernier est intéressant. Le dernier est vraiment intéressant. Tous les médicaments prescrits pour le TDAH pourraient être pris au besoin. Ben, c'est un mythe, mais il y a quand même une certaine réalité là-dedans parce qu'il y a certains médicaments qui peuvent être pris comme au besoin un petit peu, mais... OK. Fait que là, tu sais, mettons qu'on décortique ça. On va décortiquer ça, OK? Fait que les psychostimulants, fait que ce qu'on parlait tantôt, Concerta, Vivance, Bifantin et compagnie, ben ça, c'est quand même un médicament qu'on peut faire des comme congés thérapeutiques, des pauses si on veut. Oui, je dirais que, tu sais, mettons, avant, j'ai l'impression qu'il y en avait quand même pas mal, puis on en voit peut-être de moins en moins. Tu sais, des congés thérapeutiques, mettons, de ne pas le prendre pendant la fin de semaine, de ne pas le prendre pendant l'été. Ça, exactement. Parce que c'est sûr que, tu sais, quand on commence un médicament pour le TDAH, ben, habituellement, on va commencer avec une petite dose, puis on va augmenter, tu sais, graduellement jusqu'à ce qu'on trouve. Ce qu'on veut trouver en faisant cette augmentation-là, c'est la plus petite dose qui est efficace. Parce qu'on ne veut pas commencer à une grosse dose qui risque de causer plus d'effets secondaires, puis qu'une dose plus petite aurait marché tout aussi bien. Fait qu'on augmente graduellement. Mais une fois qu'on a trouvé la bonne dose, ben il n'y a pas vraiment de problème de l'arrêter. Mettons, c'est la fin de semaine, si nous, on n'a pas besoin, l'enfant n'a pas besoin de prendre son médicament, on peut faire des pauses. L'inconvénient de faire les pauses, c'est que des fois, les gens on le prend, puis on l'arrête quelques jours, puis on le reprend. Des fois, certaines personnes vont avoir plus d'effets secondaires à la reprise du médicament. Parce que des fois, c'est qu'il y a des effets secondaires auxquels on peut venir s'habituer un peu, développer une genre de tolérance. Fait que, mettons, de l'arrêter, de le recommencer, tu viens comme un peu... Exact.
perdre cet effet-là. Puis c'est un peu plus probable quand on arrive aux doses plus élevées aussi. Là. C'est sûr que les gens qui sont déjà à des doses de départ puis que ça marche, ben tu t'arrêtes, tu recommences à une dose de départ, ça reste quand même correct. Mais c'est sûr que si on fait une pause la fin de semaine puis qu'on vient le lundi, puis à chaque fois le lundi, on a beaucoup d'effets secondaires, lundi, mardi, puis après ça graduellement dans la semaine, ça revient correct. Ben c'est peut-être que la pause thérapeutique est peut-être moins bien faite pour nous avec le médicament qu'on utilise parce qu'une des manières d'enlever cet effet secondaire-là qui revient à chaque lundi, ben, c'est de continuer de le prendre en continu, comme ça on n'aura pas l'effet secondaire qui revient à tout bout de champ. Mais ça peut être quand même certainement intéressant pour les gens qui tolèrent super bien la médication en l'arrêtant, en la reprenant, puis qui n'ont pas besoin de médicaments à la fin de semaine. Il reste que, tu sais, mettons, quand tu as des symptômes de TDAH, c'est habituellement tous les jours de la semaine. Oui, mais il y en a, tu sais, que ça va plus avoir un impact sur l'école, puis la fin de semaine, mettons, qui n'ont pas de devoirs importants, puis qu'ils veulent juste s'amuser, tu sais, ça... je veux dire, oui, il y a d'autres symptômes du TDAH qu'une répercussion sur les performances, mais tu sais, il y en a que, tu sais, pour eux, c'est... Mais tu sais, pour dire que, tu sais, j'ai quand même l'impression que, comme en pratique, on le voit de moins en moins, les congés thérapeutiques. Aussi, ce qui serait peut-être possible si on fait une pause, c'est qu'il peut avoir peut-être un effet rebond des symptômes de TDAH, mettons, comme à l'arrêt. Fait que ça serait une possibilité aussi. Fait que c'est ça, comme tu dis, c'est possible, mais tu sais, mettons, dans certains cas, des fois, il peut peut-être avoir des inconvénients. Fait que tu sais, juste peut-être d'en parler à son pharmacien pour savoir à quoi s'attendre. Ou tu sais, voir si ça serait une possibilité chez nous. Mais c'est ça. Puis sinon, pour les autres médicaments... Ben c'est ça. Pourquoi que c'est un mythe, en fait, que tous les médicaments, c'est que Strattera, Intuniv, c'est des molécules qui prennent un long délai avant d'être efficaces. Puis que ça, on peut pas faire de pause. Puis aussi, habituellement, quand on l'arrête, d'habitude, on essaie de descendre graduellement autant qu'on l'augmente graduellement. Fait que ça, généralement, on fait pas de pause parce que... Généralement, jamais. Parce que si on fait une pause, ça va prendre... Non, mais il y en a qui décident de l'arrêter l'été puis ils vont le recommencer. Mettons, mais il faut garder en tête que ça va prendre un long délai d'action avant de recommencer. Tu sais, c'est plusieurs semaines. Fait que ça, c'est vraiment un médicament... Exactement, il faut que tu prennes tous les jours pour que ça soit efficace. Tu sais, mettons, les psychostimulants, tu sais, mettons, tu le commences, tu sais, on voit quand même l'effet rapidement. Mais le Intuniv, le Strattera, tu sais, ça prend quelques jours, semaines avant de voir l'effet. Fait que, tu sais, c'est ça, tu peux pas commencer à l'arrêter ou, tu sais, le recommencer. Puis le Intuniv, surtout... Qu'est-ce que je veux dire? Oh mon Dieu, tu me regardes vraiment bizarre. Je vois que tu veux en venir, là. Le Intuniv, de l'arrêter brusquement, ça pourrait être vraiment dangereux. Intuniv, Strattera aussi, tu veux pas l'arrêter plus brusquement. Non, exactement. T'sais, c'est des médicaments, les deux. Tu sais, mettons, t'arrêtes pas ça comme ça. Il faut que t'en parles à ton professionnel de la santé. Il y a des sevrages à faire. Mais le Intuniv, ça peut être dangereux parce que ça pourrait augmenter le pouls, la tension artérielle de façon importante. Puis tu sais, même que si, dans le fond, tu prends du Intuniv puis que tu oublies plus que 2 doses consécutives, t'es pas censé non plus recommencer nécessairement la dose que t'étais, mais plutôt de recommencer à une dose de départ. Puis ça, les gens, en tout cas... De refaire une augmentation graduelle. Parce que le Intuniv, c'est vraiment important. Il faut pas que tu fasses comme de changements brusques, autant comme augmentation que diminution. C'est quand même... drôle, un médicament qu'il faut être aussi ponctuel pour les patients qui ont un déficit d'attention. En tout cas, tout ça pour dire que le Intuniv, particulièrement, c'est super important de respecter la posologie puis de le prendre tous les jours. Je dirais que le Strattera aussi, là, c'est important pour garder l'efficacité et tout. Mais bref, c'est que l'Intuniv, ça pourrait être dangereux. Fait que c'est ça. Porter attention à ça. Fait que c'est ça, ces 2 médicaments-là, faut pas faire de pause, on les prend continuellement. Si quoi que ce soit, on va voir son pharmacien, puis on regarde qu'est-ce qu'on fait avec ça. On a fait le tour de nos mythes et réalités parce qu'on n'a pas fait le tour du TDAH, là. Non, parce que... Mais t'as presque dit un autre mythe ou réalité. J'ai l'impression que la majorité des gens, ils pensent que c'est super long avant d'avoir un effet des médicaments pour le TDAH, mais comme les psychostimulants, c'est quand même très rapide. C'est juste ce qui peut être long, c'est de trouver la bonne dose. Oui, exactement. Parce que comme tu dis, on veut la plus petite dose efficace, mais on veut aussi, tu sais, mettons, une dose qui est tolérée aussi. Exact.
avec le moins d'effets secondaires possible. Là. Fait que des Ouais. fois, c'est comme on joue un peu dans les doses. Puis c'est ça. Puis d'habitude, on donne au moins une semaine par dose pour donner le temps de voir les répercussions sur les effets secondaires, la semaine, comment elle s'est passée. Là, parce qu'au jour le jour, c'est sûr que les activités qu'une personne fait peuvent varier. Fait que l'impact du TDAH sur ses activités va varier. Fait qu'une semaine, c'est un bon gauge pour se dire hey, ça a-tu marché comme du monde cette dose-là. C'est ce qu'on fait habituellement. Fait que c'est ça. La seule affaire, pourquoi que ça peut être long, les médicaments pour le TDAH qui sont des psychostimulants avant d'agir, c'est que ça peut être long de trouver la bonne dose, mais une fois qu'on a la bonne dose, c'est assez rapide à avoir l'effet. Mais oui, Strattera et Tunif, ça c'est plus long. Puis ça, il faut prendre régulier et pas faire de pause. Exactement. Du moins sans en parler à son pharmacien. Exact. Fait que c'est pas mal ça. Oui. Ça conclut l'épisode. On a eu des suggestions dans les derniers commentaires, fait que... Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des suggestions, là, comme la ménopause, des choses comme ça. Ah oui! Fait que, en tout cas, on va passer à ça pour le prochain épisode. Puis aussi, on a une question-réponse peut-être qui s'en vient. On a posé des questions sur Instagram. Si vous en avez posé une, on va peut-être y répondre dans le prochain épisode ou... C'est pas mal ça. Ouais. Écoutez, aimez la vidéo s'il vous plaît, ça, on aime ça. Ça nous aide aussi à ce que la vidéo soit plus montrée. Charles est tellement triste quand les gens n'aiment pas la vidéo. Là. Ça veut dire que les gens ne l'aiment pas. Aidez-le, il fait tout le montage. Puis abonnez-vous hein, parce que il y a encore 40-45% des gens qui voient les vidéos qui ne sont pas abonnés. Ah, Colin, dis-moi pas. Ça veut dire qu'ils n'aiment pas les vidéos. Ça aussi, t'es triste. Ouais, ça aussi, je suis très triste. Fait que faites plaisir à Carl, s'il vous plaît. Ouais. OK. Bonne journée.